Bonjour à tous, bienvenue dans Pause durable et aujourd'hui nous allons parler avec Clémence ici présente de la végétalisation urbaine ou l'importance de se reconnecter au vivant. Je vais laisser place à Clémence de la Fabrique à Feuilles. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Alors pour me présenter, donc, je m'appelle Clémence Colombier, je suis ingénieure agronome, donc Agro Toulouse. J'ai beaucoup travaillé en stratégie développement durable, en création de partenariats stratégiques, et aussi en commercial. Et puis comme l'a dit, très justement Eva, j'ai aussi fondé une structure qui s'appelle la Fabrique à Feuilles, qui a pour objectif d'accélérer la végétalisation urbaine et tout ce qui est nature en ville. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler donc de la végétalisation urbaine ou l'importance de se reconnecter au vivant. Donc c'est une conférence qui va se dérouler en plusieurs étapes. Dans un premier temps, l'idée, c'est de savoir pourquoi ça va être important aujourd'hui, de se reconnecter à ce vivant-là. Pour se reconnecter au vivant, c'est important aussi, de pouvoir le comprendre. Donc rappeler aussi les besoins d'un végétal, comment il fonctionne. On l'a tous su à un moment donné, mais l'idée, c'est de pouvoir s'en rappeler. Idem, tout ce qui va être rôle du végétal et puis la notion de service écosystémique. Et puis, in fine, nous humains, notre place dans ce vivant-là, comment est-ce qu'on va pouvoir se positionner dans tout ça? Et puis, finalement, donc une présentation de la fabrique à feuilles. Dans un premier temps, je voulais vous donner quelques chiffres sur le vivant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le vivant, il est présent depuis, quasiment 4 milliards d'années, depuis 3,8 milliards d'années, précisément. Heu, pour faire un petit, comparatif avec, l'espèce humaine, donc nous sommes là depuis 300 000 ans. Pour vous mettre donc sur une échelle de 24 heures, nous, globalement, l'espèce humaine, on arriverait dans les dernières secondes, à peu près. Voilà, donc on est une espèce qui est quand même assez récente et donc tout ce qui est l'ère industrielle correspondrait, à quelques millièmes de secondes sur cette échelle de 24 heures. Donc on a aussi une véritable, humilité à avoir par rapport au vivant qui est présent depuis beaucoup plus longtemps que nous, qui peaufine, ses modèles depuis, et son évolution depuis 3,8 milliards d'années. Donc on a énormément à apprendre, de ce vivant-là. Alors ce qui est important aussi à voir ensemble, ça va être la perception humaine qu'on va avoir de ce vivant. Pour vous donner, pour vous donner un ordre d'idée, heu, on a par exemple dans chacune de nos cellules, il va y avoir, 5 000 protéines qui agissent en ce moment même, sans qu'on en ait conscience, pour que notre corps, fonctionne au mieux. Sur 1 hectare de forêt, en Amérique du Sud, on a à peu près, 600 espèces, d'arbres qui vont être différentes, donc une biodiversité qui est extrêmement riche. Et puis, si on prend quelque chose qui est plus proche de nous, qui est la terre qu'on va avoir dans le jardin, bon, quand on a la chance d'avoir un jardin à Paris, quand on prend 1 cm3 de terre, on va avoir à peu près l'équivalent d'un millier de bactéries, qui sont présentes. Donc être conscient que ce vivant, même si on le voit pas forcément, il est présent et notre perception humaine ne nous permet pas forcément de l'envisager. Et ben, je vais arrêter le suspense. Du coup, la bonne réponse, effectivement, c'est la réponse C, 10 millions d'espèces. Donc en sachant que, ces 10 millions d'espèces comprend l'ensemble, des êtres vivants, que ça soit le règne animal, végétal ou les micro-organismes. Alors, il faut quand même, savoir quelque chose sur cette estimation du nombre d'espèces. Comme je vous le disais à l'instant, ce vivant, on n'en a pas, il y a une partie du vivant qui va être, assez, invisible à nos yeux et du coup, c'est extrêmement difficile, d'envisager à chaque fois la totalité, de ce vivant. Alors majoritairement, on va avoir quoi du coup plutôt comme réponse, Eva? Ouais, du lion. Plutôt du lion? Quasi. Ouais. Bon. Sans surprise, hein, le lion, bon, comme le disait Eva très justement, pour cette question, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de vous faire prendre conscience de la perception qu'on a du vivant. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on va avoir tendance à personnifier les animaux, à leur donner une image. Le lion, par exemple, ça va être la sagesse, ça va être le roi des animaux, la force, etc. Donc, on va avoir tendance à préférer cet animal. Mais pour rappel, chaque être vivant a un rôle dans son écosystème. Donc le moustique a son utilité, il permet de nourrir les chauves-souris, même s'ils nous piquent. Voilà, les araignées mangent les moustiques et puis les rats ont leur fonction aussi. Donc chaque espèce en fait, a sa fonction et l'idée, c'est de prendre conscience qu'en fait, on a besoin de ce vivant qui est pas forcément visible pour vivre.
Alors, pourquoi ça va être essentiel de se reconnecter au vivant aujourd'hui? Donc, comme on vient de le voir, nous sommes connectés à ce vivant et on en a besoin pour vivre. Et puis, c'est lié aussi à un contexte assez particulier. Donc, ce contexte, quel est-il? C'est un contexte qui va être majoritairement urbain. On est dans des villes qui sont de plus en plus minérales. Alors ça, c'est aussi lié un petit peu à un inconscient où on était persuadé qu'en fait, une ville moderne, une ville minérale, c'était associé à une ville propre, une ville qui était synonyme de propreté, de modernité, de confort. Donc ça, c'est un petit peu l'ancien schéma qu'on va tendance à avoir. Aujourd'hui, hein, on le réalise, notamment avec le confinement, etc. On a de plus en plus besoin de végétal. Il y a des études aussi qui ont prouvé que dans les espaces où on vit, dans les quartiers, il faut qu'il y ait au moins 30% de végétation pour diminuer tous les syndromes d'anxiété, les syndromes de stress, les syndromes dépressifs. Donc ce végétal, non seulement on en a besoin pour vivre, mais en plus il va venir contribuer à notre bien-être. C'est vrai qu'à l'origine, on était des êtres qui vivaient uniquement dans la nature. Pour faire une petite digression, la couleur verte, par exemple, c'est celle dont on distingue le plus de nuances. Pourquoi? Parce que en fait, à la base, on vivait dans cette nature et on avait besoin d'être capable de reconnaître les végétaux, de reconnaître les plantes pour pouvoir se nourrir, tout simplement. Alors, rappel des besoins d'un végétal, donc ça, c'est quelque chose qu'on a tous vu à un moment donné, dans notre scolarité, mais c'est toujours bon de rappeler les basiques. Donc je laisse la parole à Eva pour, une petite question et bravo à tous ceux qui ont répondu la réponse B, qui effectivement est la bonne réponse. Donc, alors ça, vous vous en rappelez peut-être dans vos livres de SVT il y a quelques années. Donc vous allez avoir sur le côté gauche, donc sur cette photo à gauche, le T pour témoin, qui est donc le plan qui a bénéficié de l'ensemble des éléments dont il a besoin, à savoir de l'eau, des sels minéraux, de la lumière, de la chaleur et du dioxyde de carbone. Et puis à droite, on va avoir des expériences avec des plans dont on a privé en fait de ces éléments-là. On se rend compte qu'il y a des éléments, un élément qui va être simple à comprendre, par exemple, c'est l'eau. Vu qu'on a des surfaces qui sont extrêmement imperméabilisées en ville, les plantes, les végétaux, parfois, vont avoir du mal à s'approvisionner, par exemple, en eau. Donc comprendre ces besoins-là aussi, c'est se rappeler que les plantes sont des êtres vivants et qu'en ville aussi, elles vont avoir des besoins spécifiques qui sont pas toujours possibles d'être pourvus. Alors, donc, on a vu les besoins basiques d'un végétal, mais de quoi le végétal pourrait-il aussi avoir besoin? Alors, donc pourquoi la réponse A? Parce qu'en fait, nous, on est des êtres vivants, qui vont être connectés les uns aux autres. On a besoin de ces liens, on a besoin de connexion. Les arbres aussi, en fait. On a tendance à l'oublier, mais les végétaux sont extrêmement connectés. Donc sur la photo de gauche, on va voir, ce qu'on voit rarement, c'est-à-dire le réseau racinaire qui est apparent et on envisage effectivement les interconnexions, des arbres entre eux. Donc l'idée, heu, ça va permettre en fait un réseau d'échange, donc d'échange d'informations, mais aussi, de communication, d'entraide. C'est un réseau qui est extrêmement important et donc sur l'image de droite, on peut un petit peu envisager comment ça se déroule sous terre. Alors en sachant que les arbres sont connectés entre eux, se communiquent des informations, mais sont aussi connectés avec des champignons, notamment avec, donc dans le cadre de réseaux, avec des donc on va avoir des associations plantes-champignons qui sont en symbiose, hein, qui s'appellent des mycorhizes et donc effectivement, c'est des symbioses qui sont très étroites puisque le champignon peut même accéder parfois jusqu'à l'intérieur de la cellule, des racines de l'arbre, pour créer une structure qui est particulière et puis, le champignon et l'arbre vont s'entraider puisque l'arbre donc qui va faire de la photosynthèse, va créer des sucres et en produire, va pouvoir transmettre une partie de ses sucres aux champignons. Et puis le champignon, lui, va produire des hormones qui vont permettre à l'arbre de pousser plus haut, plus rapidement, et puis quelque part avoir un avantage par rapport aux autres arbres. Et puis également d'accéder à des sels minéraux, à des ressources en fait dans le sol auxquelles l'arbre n'aurait pas pu accéder seul. Donc on est vraiment sur un réseau d'entraide complexe et extrêmement complet. Alors,
Heu, Ces besoins secondaires du végétal, ils s'illustrent aussi par ce qu'on va appeler le Wood Wide Web. Alors clairement, c'est un internet végétal, on n'a rien inventé du tout. Heu, c'est un internet végétal qui en plus est extrêmement performant puisque lui, en fait, il répond aux lois du vivant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va, être extrêmement frugal, extrêmement économe en énergie, qu'il ne produit pas de déchets, ce que nous, on ne sait pas encore faire aujourd'hui. Heu, qu'il est en plus, extrêmement vaste il s'étend dans toute l'Eurasie. Donc on est sur un domaine qui est quand même extrêmement grand et puis en plus, il est présent depuis des milliers d'années. Voilà, donc ça va permettre aux arbres, d'échanger des informations sur la nature du sol, sur le fait qu'il y a un manque d'eau, sur le fait qu'il y a une attaque d'insectes et cetera, pour pouvoir justement, se protéger les uns les autres et puis permettre le bon fonctionnement de la forêt. Dans l'idée toujours, puisque c'est aussi le but de la biodiversité, c'est toujours de favoriser un maximum de diversité du vivant, heu et donc de favoriser la vie au maximum. Et donc ce que vous avez en bas à gauche, là, le schéma, c'est une publication scientifique qui a permis, de schématiser, les interactions qu'il y a entre les différents êtres, les différents arbres d'une forêt. Donc vous pouvez le voir, de manière assez claire, ces échanges sont très denses, hein. On est vraiment sur un réseau d'informations qui est extrêmement interconnecté et puis, et qui est très important. Les besoins d'un végétal, ce végétal, du coup, quand il va être en milieu urbain, il va être amené à souffrir, de enfin, notamment, suite aux activités humaines. Alors quand on voit un arbre, souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, on dit qu'il y a, 2 fois plus en dessous, de la surface, donc dans le sol, en termes de racines, heu, que, que quand on compare à la taille de l'arbre. Donc quand on part de ce constat-là, c'est vrai que quand on voit une photo en bas à gauche et qu'on voit qu'il y a une toute petite motte, qui a été conservée pour l'arbre, avec un emplacement qui va être extrêmement petit, on peut envisager déjà qu'effectivement l'emprise au sol ne sera pas suffisante pour, pour l'arbre, pour qu'il puisse se développer de manière correcte. Et donc, alors, qui dit espace insuffisant, dit aussi, ne pas permettre à l'arbre de réaliser ses fonctions de manière optimale. Voilà, donc on verra ensuite quelles sont ces fonctions-là. Sur la deuxième photo, la photo centrale, on voit, des arbres alignés. Donc alors on peut dire que c'est très joli, mais c'est vrai que ça ressemble plus à du mobilier urbain qu'à un être vivant. Et c'est vrai qu'on avait l'instant que les arbres avaient besoin, d'être connectés, entre eux pour, justement, se transmettre des informations et cetera. Donc au niveau racinaire, alors il y a aussi des communications au niveau aérienne, hein, bien sûr, mais c'est vrai que là, on envisage qu'au niveau racinaire, les connexions entre les arbres sont extrêmement restreintes et donc placer l'arbre aussi dans cette situation-là, c'est le contraindre quelque part, hem, à être beaucoup moins résilient, beaucoup moins fort face aux différentes agressions. Et alors les agressions, elles peuvent être de différents types, mais on en a un exemple sur la droite avec effectivement une feuille qui a subi un pic de pollution à l'ozone. Petit rappel maintenant donc des rôles, du végétal et avec la notion de service écosystémique. Donc qu'est-ce qu'un écosystème? Alors, c'est un ensemble en fait, qui va être, formé par une communauté, donc c'est ce qu'on a vu, hein, il y a une espèce de communauté d'êtres vivants qui sont en interrelation, qui vont s'entraider les uns les autres. Puis, chacun des composants de ce système va nouer avec les autres un réseau de dépendance, d'échange à la fois d'énergie, d'informations, comme on l'a vu pour les arbres, et puis, qui va permettre surtout le maintien et le développement de la vie. Écosystémique, donc qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait l'ensemble des bénéfices qui sont offerts en quelque sorte aux sociétés humaines par les différents écosystèmes. Ils peuvent être de différents types. On va avoir ce qu'on appelle les services d'approvisionnement. Donc ça, je pense que vous pouvez l'envisager assez facilement parce que ça va être tout ce qui est matériel, donc les fruits, les légumes, la nourriture et tous les matériaux qu'on va pouvoir extraire des écosystèmes. Donc ça, en général, on l'envisage assez bien puisque c'est très tangible. Ensuite, il y a tout ce qui est les services de régulation. Donc là, on est sur des choses qui vont être beaucoup plus intangibles. On va être sur les services de régulation du climat, les services de pollinisation, et cetera, qui sont beaucoup plus, compliqués à quantifier et à chiffrer, mais qui sont essentiels.
tout ce qui va être les services socio-culturels. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va être les notions de bien-être, les notions, de tous les aspects, on va dire, récréatifs, les aspects de connexion à la nature et puis les services support qu'on n'envisage pas forcément, mais qui sont essentiels et qui ne et sans lesquels aucun autre service ne serait possible. Donc, ça va être simplement la formation des sols. Voilà, sans sol, compliqué d'effectuer les autres services. Et puis tous les grands cycles biogéochimiques avec le cycle de l'eau, et cetera, qui vont permettre aussi le support de la vie et de tous les autres services. Alors, les fonctions, de la végétation, donc je suis sûre qu'il y en a certaines que vous connaissez beaucoup, notamment la qualité de l'air, avec le fait qu'un arbre, la journée, il va absorber du CO2 et puis générer de l'oxygène, donc quelque part aussi nous permettre de respirer, absorber effectivement des polluants. Les végétaux interviennent aussi dans la constitution des sols, leur entretien et la protection. Alors, pourquoi la constitution des sols? Parce qu'effectivement, à la base, enfin les sols sont constitués uniquement de roches et en fait, les végétaux, hein, au départ, donc c'était des lichens, des mousses, des choses comme ça, qui sont venus dégrader cette roche pour prélever des éléments minéraux et pouvoir se développer. Et puis, au fur et à mesure, donc une partie de la matière organique créée par le végétal est morte, et puis s'est décomposée, a accueilli aussi une faune du sol qui est venue continuer à biodégrader, et cetera. Donc, in fine, cette constitution des sols, elle se fait à la base grâce à l'action des végétaux sur les roches. Pourquoi l'entretien? Parce qu'on va avoir les arbres qui vont perdre leurs feuilles, régulièrement et qui vont venir en fait amasser au fil de l'eau, des couches de matière organique qui vont pouvoir constituer du sol. Et puis, la protection des sols, alors ça intervient dans différents cas, mais par exemple, ça intervient donc sur la photo que vous voyez, sur votre droite. On va avoir, donc en bord de rivière, des arbres sur les berges et en fait, ça va être le chevelu racinaire, donc les racines de ces arbres qui viennent soutenir les berges et qui permettent leur intégrité. Sinon, effectivement, il y a plus de berges, il y a plus de cours d'eau qui va être délimité normalement. Alors la végétation, c'est le tissu et le support de toute la biodiversité. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. L'épuration de l'eau, alors on a tendance à l'oublier, mais aujourd'hui, hem, on ne sait pas épurer l'eau complètement. Donc l'idée, ça va être, quand on a une station d'épuration, en fait, à la fin de cette station d'épuration, l'eau qui en ressort n'est pas complètement épurée, donc c'est la raison pour laquelle on les met, on la dispose dans les cours d'eau et en fait, c'est les cours d'eau qui vont terminer l'épuration de cette eau et effectuer le qui vont effectuer les derniers traitements, en fait, que nous ne savons pas faire. Donc on compte aussi sur ces écosystèmes pour effectuer des services et des actions que nous, êtres humains, nous ne savons pas faire d'une part et dont nous avons besoin pour vivre, parce qu'on dit souvent quand même l'eau, c'est la vie. Alors tout ce qui est création de biomasse également, qui va être nécessaire donc pour l'alimentation des êtres, que ça soit nous, par le biais de fruits, légumes, et cetera, ou l'ensemble des animaux qui ont besoin aussi des végétaux. L'entretien des sols, on l'a vu au fil de l'eau, les feuilles, la matière organique tombe au sol et permet de venir continuer à créer du sol. Et puis toujours l'objectif d'augmenter la biodiversité. La végétation a aussi un rôle de régulation pure. Donc, les végétaux viennent puiser en fait de l'eau dans les sols et cette eau en fait va s'évaporer au niveau des feuilles, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration et donc ça va permettre mécaniquement, de réduire en fait, de réduire la température. Alors toujours, c'est ce que je vous disais, l'objectif de la biodiversité, c'est de créer et de maintenir un environnement, qui est propice à la vie et puis in fine, la photosynthèse, on connaît tous, qui est, l'objectif donc d'utiliser en fait l'énergie solaire et de la convertir et de la transformer pour l'injecter dans le système biologique, donc en créant de la biomasse qui ensuite va être accessible, qui va être une énergie accessible en fait aux autres êtres. Et puis, les végétaux ont aussi un rôle de réduction et d'atténuation des bruits. Alors pour revoir, l'ensemble des fonctionnalités, au sein d'un écosystème forestier, donc en partant du côté gauche, donc effectivement on retrouve la photosynthèse avec, 1 de l'énergie solaire qui va être utilisée de manière effective à la photosynthèse. On a, la litière au sol qui va absorber 5 à 9 fois son poids en eau. Donc on envisage aussi mieux pourquoi?
on va avoir des problèmes d'imperméabilisation des sols et d'inondation en ville, parce que le sol a aussi ce rôle d'absorption de l'eau et de réintégration de l'eau dans les nappes phréatiques derrière. Quand on a des précipitations, on va aussi, il va y avoir en fait un écoulement le long des troncs d'arbres et puis un plaquage des poussières. Alors en quantité assez importante, hein, puisque on est à peu près sur 30 à 80 tonnes de poussière par hectare et par an qui sont conduites au sol par ce type de système. Donc ensuite, quand on va un peu plus sur la, on a l'évapotranspiration des arbres qui peut représenter à peu près 20 à 50 mètres cubes par jour et par an. Donc on envisage bien qu'il y a une influence sur le climat local qui peut même conduire à augmenter les précipitations de 1 à 10%. Donc c'est non négligeable. Alors ensuite, il y a la régulation du vent. Alors les arbres en fait vont agir comme une sorte de tamis sur le vent. Donc ils vont venir filtrer en fait le vent et ça c'est extrêmement important parce que quand on a des territoires qui vont être battus par les vents, c'est une condition qui n'est pas propice à la vie et on voit en général il y a assez peu de végétation, ça va être des milieux assez pauvres. Donc en fait le filtrer ce vent c'est extrêmement important pour permettre à la vie de continuer à se développer. Donc là quand au-dessus du couvert végétal on a un vent à 24 km/h et puis en dessous en forêt on va avoir un vent qui est de 2 à 3 km/h. Voilà. Pour terminer, tout ce qui est réduction des bruits. Donc, on a quand même 35 à 45 décibels qui vont être réduits sur 200 mètres de forêt. Alors, quand on fait le parallèle des fonctions majoritaires, on va dire, de cette végétation en ville, même si toutes les fonctions sont importantes, j'en ai regroupé 3 ici qui sont plus spécifiquement ciblées. Donc, dans un premier temps, le rôle, on peut dire, de filtre à air. Donc l'arbre va venir filtrer en fait et épurer l'air ambiant. Alors il y a assez peu de données sur la végétation, le rôle de la végétation et des chiffres du rôle de cette végétation en milieu urbain. On a quand même une étude à Strasbourg qui montre que les arbres de Strasbourg donc, stockent 128 000 tonnes de CO2 par an et puis permettent également d'éliminer 88 tonnes donc, de polluants par an. Donc des chiffres quand même assez importants. Alors sur l'imperméabilisation des sols, donc la biodiversité aussi a un rôle d'éponge, hein, en venant absorber l'eau et puis en la restituant derrière hein, pour venir ranger les nappes phréatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chêne peut absorber jusqu'à 450 litres d'eau par jour. Donc c'est quand même extrêmement important. Donc ça rappelle aussi l'importance d'avoir ces végétaux en milieu urbain. Et puis, on a aussi le rôle de climatiseur en quelque sorte. Donc là, on a une étude dans la ville de Chicago où on a effectivement des espaces qui sont très bétonnés et puis même voire goudronnés puisque c'est très noir et puis des espaces végétalisés et donc ensuite quand il y a eu l'image thermique qui a été mise en place, on visualise qu'il y a une différence entre les espaces qui sont végétalisés et les espaces qui ne le sont pas. Alors, la caractéristique d'un écosystème et sa clé aussi, ça va être sa complexité, c'est-à-dire que plus il y a d'êtres vivants et plus il va être capable de trouver des solutions quand les conditions changent. Donc ça va être ce qu'on appelle aussi la résilience en fait d'un écosystème. Par rapport à ce vivant que l'on vient de voir, maintenant l'idée ça va être comment nous on peut se positionner par rapport à tout ça. Alors le défi aujourd'hui ça va être d'accepter les règles du vivant, donc de manière assez drôle, je vous ai mis à droite une photo qui est une vraie photo, qui est extraite des Comedy Wildlife Photography Awards. Donc c'est des personnes qui prennent en photo en fait des espèces naturelles. Et donc là, c'est vrai que cette photo-là, elle peut faire sourire, mais on peut aussi se dire, c'est vrai que l'espèce humaine, c'est la seule espèce qui va générer des déchets qui ne sont pas une matière première pour une autre espèce. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les règles du vivant. Donc on peut aussi envisager qu'un moment, cette biodiversité avec laquelle on cohabite nous mette un petit peu, devant nos responsabilités en nous demandant de s'intégrer aussi peut-être dans le système. Alors, ce que je voulais dire, c'était qu'être un être humain aujourd'hui, c'est quand même être une part de ce vivant. On en a besoin pour vivre, on l'a vu précédemment. Et puis nous dépendons de lui pour vivre.
C'est important de sortir de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire que les écosystèmes sont là pour nous rendre des services. Il y a d'autres espèces, hein, qui vivent dans ces écosystèmes et qui en ont besoin pour vivre. On a longtemps cru que le soleil tournait autour de la Terre. Aujourd'hui, on sait que c'est pas vrai. Heu, Maintenant, on croit que les écosystèmes tournent autour de l'espèce humaine et on est persuadé en fait que, elles sont là uniquement pour nos propres besoins, mais ce n'est pas le cas. Et puis être conscient que la résilience de la nature, sa capacité d'adaptation, a des limites et qu'on est clairement en train de les toucher du doigt. Donc, aujourd'hui, il est absolument important de se réapproprier les dimensions de ce vivant qui nous échappe, de mieux le comprendre, de s'y intéresser pour pouvoir construire une société qui est beaucoup plus durable. Alors, comment est-ce qu'on peut fonctionner pour y arriver? Ça va être réduire notre impact matériel sans menacer pour autant la survie de notre espèce. Une prise de conscience. Moi, je suis convaincue qu'effectivement tout commence aussi par le fait d'être conscient, heu, qu'aujourd'hui il est essentiel de s'inspirer du vivant, que ce vivant qui évolue autour de nous depuis 3,8 milliards d'années a déjà énormément, de solutions. Donc c'est s'inspirer du ce qu'on appelle le biomimétisme, s'inspirer du vivant pour trouver les solutions de demain. Et puis, pour moi, cette prise de conscience, elle est essentielle parce que, bah, on a vu, il y a un véritable tournant depuis 2008, et cetera. Il y a aussi ce que vous connaissez bien, le jour du dépassement, hein, vous avez le schéma ici. Alors, c'est vrai que moi j'étais quand même assez étonnée parce que finalement ça a commencé dans les années 1970, hein, on était à peu près à mi-décembre à ce moment-là. Ça reste quand même assez récent. Et puis, en 2019, on était au 23 juillet à peu près, et puis en 2020, on était sur le mois d'août. On était à peu près au 28. Heu, donc on voit aussi qu'entre 2019 et 2020, on a eu une diminution des activités humaines et qu'on a ressenti, enfin ça s'est ressenti immédiatement aussi sur ce jour du dépassement. Alors pour rappel, le jour du dépassement, c'est le jour en fait, on a, consommé par exemple beaucoup plus de poissons dans la mer que ce que l'océan ne peut, les restituer en une année, beaucoup plus de bois que ce que les forêts de la terre, peuvent en produire en une année, et émis beaucoup plus de CO2 que, que ce que en fait les sols, les océans et cetera ne sont capables de stocker en une année. Voilà, donc là on vit clairement, à crédit, et si on s'arrêtait aujourd'hui, il faudrait 18 années pour que le système, revienne à la normale. Donc voilà pour le jour du dépassement. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on est tous, en fait, les acteurs du changement de demain, et que cette prise de conscience, en fait, que ça soit à l'échelle individuelle, donc nous, en tant qu'individus, pour moi, on a le pouvoir de changer les choses, et puis aussi, nous, en tant qu'individus, en faisant partie d'un ensemble, en faisant partie d'une entreprise, en faisant partie d'une collectivité, on a aussi, la possibilité de faire avancer les choses à ce moment-là. Et pour finir, je citerai Aurélien Barraud, qui est astrophysicien, que vous connaissez probablement, qui dit: «Il n'est évidemment pas trop tard pour éviter que cela ne soit encore pire», et j'en suis convaincue aussi. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu la fabrique à feuilles maintenant pour, une note un peu plus, joyeuse que cette dernière diapositive. La fabrique à feuilles, donc nous, on se positionne comme un accélérateur de végétalisation urbaine, un accélérateur de nature en ville. Notre objectif, clairement, ça va être de créer des ponts, entre les structures de végétalisation urbaine et les entreprises, les collectivités, pour accélérer la nature en ville. Alors, comment on fonctionne? Donc dans un premier temps, ça va être des prises de conscience notamment. Ça va être accompagner les collaborateurs, accompagner, les équipes, à mieux comprendre le vivant. Qu'est-ce que c'est? Comment il est constitué? Heu, Comment est-ce qu'en fait, nous aussi, on est une part de ce vivant-là? Un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis, dans un second temps, accompagner ces structures, accompagner ces entreprises et ces collectivités à révéler, les projets de végétalisation en cours, et puis, à les faire, émerger, et ensuite à les accompagner en les connectant avec, des acteurs et des structures qui sont déjà des structures engagées dans la végétalisation, en ville. Voilà pour nos objectifs. Alors on a un credo, hein, c'est vrai qu'on est persuadé que la ville de demain sera inspirée du végétal, et puis qu'il est possible en fait, de vivre en symbiose en ville avec des écosystèmes entiers, en milieu urbain. Donc l'idée, ça va être aussi d'intéresser l'ensemble des partenaires, heu, qui sont aussi, dans cette filière, de regrouper un petit peu tout le monde,
parce que je pense qu'ensemble on est plus fort et qu'on pourra aller beaucoup plus vite. Donc l'idée c'est d'accélérer la végétalisation en ville. Alors je vais finir peut-être assez rapidement parce que je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc en gros, l'idée c'est d'avoir un double réseau. Côté, entreprise de la végétalisation urbaine, générer des opportunités d'affaires, effectuer un partage de connaissances et puis donner de la visibilité à ces acteurs. Et puis côté entreprise, côté collectivité, venir inspirer les collaborateurs, susciter l'innovation et puis, révéler et accompagner donc des projets de nature en ville, tout en s'inscrivant en fait dans une démarche, développement durable et une démarche de biomimétisme.